Bienvenue aujourd'hui dans nos chroniques philosophiques pour parler des utopies, des contre-utopies et des atopies. Et commençons d'abord par rappeler que le terme d'utopie est inventé par un humaniste anglais qui a écrit un texte portant ce nom en 1516. Il s'agit de Thomas More, qui rédige ce texte dans un contexte politique, social et religieux difficile en Europe, très conflictuel. Nous sommes juste un petit peu avant les colloques de la Réforme, le catholicisme bat de l'aile, très contesté, beaucoup de misère et de pauvreté, y compris en Angleterre, donc, où Thomas More écrit ce texte, qui date donc d'un siècle qui sera particulièrement difficile pour l'Europe et la chrétienté. C'est important de le dire parce qu'on voit que l'utopie s'écrit pour souligner les insuffisances du réel, pour critiquer les insuffisances de la réalité politique, et dans le but de proposer une alternative en s'adossant à un imaginaire de l'âge d'or ou du paradis. Donc, dans un premier temps, soulignons bien la double fonction de l'utopie, double fonction critique et directive, qui correspond tout à fait à la définition que moins de 2 siècles plus tard en donnera l'Académie française dans le dictionnaire, où le terme fait son apparition en 1795. L'utopie y est définie, je cite, comme un plan de gouvernement imaginaire où tout est parfaitement réglé pour le bonheur commun. Donc on voit comment nous passons du réel à l'utopie. On voit bien la logique utopiste qui s'écarte du réel, mais pour mieux le comprendre, afin sans doute de mieux y revenir et pour mieux le transformer. Mais dans un deuxième moment, je voudrais sans tarder faire remarquer que cette double fonction a rapidement été contestée dès le XIXe siècle, par Charles Fourier, d'abord, dans un premier temps, mais surtout par Marx, qui critique dans les projets utopistes la prédominance de l'imagination sur la raison, c'est-à-dire, en termes hegéliens, son abstraction, ou encore son incapacité à saisir les conditions objectives de la réalité. L'utopie comme rêve creux. L'utopie prend donc un sens péjoratif, si vous voulez, dans le manifeste du Parti communiste, écrit par Marx en 1848, où il vilipende le socialisme utopique comme un socialisme réactionnaire et conservateur selon ses propres mots, dans la mesure où les rêves de l'utopie freinent les progrès concrets des forces révolutionnaires en les détournant de la réalité. On retrouve cette approche péjorative de l'utopie dans le dictionnaire de philosophie de Lalande, le vocabulaire technique et critique de la philosophie, publié en 1993, qui définit l'utopie, je cite, comme un idéal politique et social séduisant, mais irréalisable, c'est là le mot important, irréalisable, dans lequel on ne tient pas compte des faits réels de la nature de l'homme et des conditions de la vie. Voilà, donc l'utopie comme rêve abstrait, comme projet abstrait. De là à montrer le caractère contre-utopique des utopies, il y avait un abîme, mais c'est bien cet abîme qu'ont franchi Orwell et Huxley en radicalisant la critique de l'utopie. Les contre-utopies d'Huxley et d'Orwell ne se contentent pas de dénoncer ce que j'appelais tout à l'heure le rêve creux de l'utopie. Elles montrent comment l'idée qu'on se fait de la perfection se retourne finalement contre l'homme ou la société dès qu'on essaie de la réaliser concrètement sous forme d'institutions qui ne veulent absolument plus rien laisser au hasard. Donc l'utopie n'est plus, comme chez Marx, un simple obstacle ou un frein au progrès du bonheur concret de la révolution. Elle devient chez eux la cause même de l'enfer. Elle devient la matrice même de la catastrophe qui nous menace.
L'argument est, je crois, assez clair et simple. Il peut se résumer comme ceci. Les institutions qui ont pour but de réaliser le projet utopiste définissent des normes dont l'application efficace et maîtrisée dépend d'un système de surveillance que Orwell appelait le Big Brother, qui risque facilement de dévier vers le totalitarisme ou vers des formes plus ou moins autoritaires de confiscation du pouvoir et des libertés. Donc au cours de la modernité, l'utopie est dénoncée comme étant menacée par le fantasme d'une maîtrise totalitaire, d'un rationalisme intégral, qui a d'ailleurs effectivement été réalisé dans l'administration concentrationnaire des camps, que ce soit les camps nazis ou les goulags sous Staline. Donc le rêve de Marx, notez-le, en se réalisant, n'échappe pas à la même critique, même si Marx, comme nous l'avons dit tout à l'heure, se défendait d'avoir conçu une utopie. Néanmoins, le fait est là, les utopies sont au fond menacées, noyautées par une espèce de folie furieuse, de folie paranoïaque. D'où l'émergence, sans doute, d'un nouvel imaginaire qui définit peut-être la postmodernité et qui apparaît évidemment après-guerre et après l'expérience du stalinisme, qui apparaît peut-être avec Ivan Illich ou avec un texte comme celui de Maffezoli qui s'intitule « Le temps des tribus », l'émergence d'un nouvel imaginaire qui prend plutôt la forme de ce que j'appellerais des atopies. Alors j'emploie le terme d'atopie en hommage au terme qui sert à Alcibiade, on s'en souvient, pour définir Socrate dans le banquet dont nous avons parlé dans une précédente chronique consacrée à Socrate. Atopie désignant ou signifiant en grec ce qui est atypique, décalé, bizarre, étrange, à la fois fascinant et dérangeant, en tout cas à l'écart. Les atopies, ce sont effectivement ces tribus, pour reprendre le terme de Maffezoli, ou pour reprendre un terme plus neutre, ces réseaux, qui ne renoncent pas à l'idée de poursuivre une certaine perfection ou un certain bonheur, mais veulent le faire loin de toute institution, sans s'institutionnaliser, loin de toute normalisation étatique, et même dans les angles morts du droit et de la politique officielle, parfois même en transgressant et en transgressant les normes du droit. Ces atopies se réalisent ici et maintenant. Elles se réalisent dans la trame d'un monde imparfait et immaîtrisable. Elles sont à la fois dedans et dehors. Elles sont dedans tout en étant à côté. Donc, ce qui était effectivement le cas de Socrate à l'intérieur de la société grecque de son temps, ou de la communauté qu'a formée Jésus, qui est à la fois une communauté juive, mais en même temps suffisamment différente pour déranger. Dans l'actualité qui est la nôtre, je citerai simplement ces exemples qui sont des contestations, n'est-ce pas, de la prétention qu'ont les institutions nationales ou internationales à faire notre bonheur. Et ces contestations, évidemment, se font parfois pour le meilleur, mais parfois aussi pour le pire, puisque Al-Qaïda fait partie de ces atopies. Mais ces atopies peuvent aussi avoir une orientation tout à fait positive, quoique parfois contraire au droit. Je pense par exemple
à l'association du capitaine Watson, à ce pirate des mers qui fait souvent contre le droit maritime, ce que tout le monde, ou ce qu'une grande partie de l'opinion est contente de lui voir faire. Bon, ces atopies, ce sont les nouveaux mouvements religieux, ce sont les différentes communautés diététiques qui se forment, je pense aux véganes, aux crudivoriens, etc., ou les minorités sexuelles qui se réunissent en réseau. Donc encore une fois, dans les angles morts de la politique et de ses institutions officielles. Atopie signifie sans lieu assignable, ce qui signifie que l'atopie a comme l'utopie le projet de faire notre bonheur, mais à la différence de l'utopie, elle ne prétend pas s'installer dans un lieu autre, dans un non-lieu, dans un lieu différent, ou de refaire le monde. Elle refuse au contraire de s'installer dans la forme durable et stable d'une institution, considérant que là est le principal danger qui risque de faire tourner le rêve en cauchemar.